Hello à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire une vidéo, ça fait en fait très longtemps que je voulais la faire, j'avais jamais eu le temps, mais enfin je la fais. Je vais vous faire une vidéo dédiée au vibe coding. C'est probablement un terme que vous avez vu passer sur LinkedIn parce que c'est un peu un des buzzwords un peu trendy du moment. Je vais faire une vidéo en français parce que je pense que c'est un bon moment aussi pour évangéliser, pour expliquer ce que c'est, montrer des exemples concrets aussi. Donc on va aller vraiment un peu dans le détail de ce que c'est le vibe coding, de comment est-ce qu'on l'utilise. Et puis voilà, quelles sont les perspectives en 2025, comment on peut utiliser ça pour améliorer vos idées produits, vos business, vos startups, etc. Donc, je m'appelle Steph, je suis le fondateur de Design Sprint Ltd, on est basé à Lausanne en Suisse, et puis on est spécialisé dans les ateliers d'innovation depuis maintenant très très longtemps, ça fait 10 ans qu'on mène des ateliers d'innovation en mode Design Sprint, c'est-à-dire qu'on va faire du prototypage rapide. Et c'est en ça que le vibe coding m'intéresse autant, parce que c'est vraiment profondément lié au prototypage rapide, c'est comment on va être capable de prototyper très rapidement une idée de produit, une idée d'un concept, etc. et de le montrer très vite avec une différence. Et c'est pour ça qu'on parle de coding, parce qu'on va parler de code. Donc en fait, on va être capable maintenant en 2025 de générer du code très rapidement qui va être montrable, démontrable et de pouvoir du coup prototyper des produits assez complexes, c'est-à-dire des choses qui fonctionnent réellement. Et pensez finalement à la dernière fois que vous avez essayé de convaincre votre boss ou le board des directeurs ou directrices bien sûr, de les convaincre pour essayer de vendre votre prochaine idée, de construire un logiciel, d'adopter voilà, un nouvel outil technologique au sein de l'entreprise. C'est très très compliqué de le faire. Il faut utiliser des slides, il faut utiliser beaucoup de persuasion. Et le fait d'avoir un prototype, ça va énormément vous aider à montrer le concept. Jusqu'à maintenant, jusqu'en 2025, on utilisait des techniques de prototypage rapide, comme par exemple le logiciel Figma, dont vous avez sûrement entendu parler, qui permet en fait de créer des prototypes cliquables. Donc en fait, on va créer des écrans statiques qu'on va lier ensemble et finalement en cliquant sur les liens, etc., on va pouvoir simuler des expériences et très franchement ça marche très bien pour prototyper un certain nombre de choses au niveau du marketing, au niveau du business, etc. C'est un super outil, mais le vibe coding va vous permettre d'aller le cran après, c'est-à-dire de vraiment démontrer des choses qui sont réellement fonctionnelles. Ça va être utile pour certains produits. Par exemple, je peux penser à des dashboards, par exemple. Vous savez, tout ce qui est des dashboards qui agglomèrent beaucoup de data, des choses comme ça, des choses qui vont ressembler, je sais pas, des configurateurs, des produits avec des filtres, des choses comme ça. C'est extrêmement compliqué de prototyper ça dans Figma avec des images statiques. Par contre, dès qu'on a du code, ben, on a vraiment quelque chose voilà, qu'on peut démontrer, mais aussi qu'on peut utiliser. Alors, vous voyez ici le site de Design Sprint. Nous, voilà, on est spécialisé dans les workshops d'innovation de Design Sprint, dans le product design, donc ce qu'on appelle l'UX design finalement, le UI, qui est le fait de créer des nouvelles interfaces, des nouveaux produits. Et puis, donc, vous voyez ici, voilà, les logiciels que maintenant on utilise en 2025, en mai 2025, je pense que c'est important même de dire le mois, parce que ça évolue très vite, pour prototyper des choses. Dans ces logiciels que vous voyez ici, voilà, l'outil star, on va dire que c'est Figma dans le domaine, mais il y a des nouveaux venus qui sont entrés, comme Cursor AI et Lovable, qui sont des outils qu'on utilise de plus en plus dans nos design sprints, dans divers projets, etc., dans nos propres projets. Je vais vous montrer tout à l'heure un outil interne qu'on a développé avec ces logiciels de vibe coding. Et puis, voilà, on repousse finalement les limites de ce qu'on était capable de designer et de prototyper avant. Je pense qu'il est très important de comprendre, alors vibe coding, si vous posez la question d'où vient le terme, en fait, il a été, donc j'ai vu ça sur la page Wikipédia, il a été en fait inventé par Andrej Karpathy, donc il était le directeur de l'AI chez Tesla et il est le cofondateur de OpenAI, puis il a quitté OpenAI, voilà maintenant. Et en fait, donc il a imaginé ce terme de vibe coding en se disant que finalement, les AI à l'heure actuelle pouvaient générer du code par elles-mêmes et que finalement, le rôle de l'humain dans tout ça sera de moins en moins d'écrire tout le code à la main. J'en ai fait beaucoup, donc je peux vous dire à quel point ça peut être long d'écrire du code, mais au contraire de transmettre un petit peu comme le ferait un directeur artistique la volonté, qu'est-ce qu'on cherche exactement à construire, donner en fait des instructions à l'AI pour que finalement elle rédige le code derrière. C'est vraiment ça l'idée derrière le vibe coding. Donc le terme vibe en anglais, c'est finalement voilà, c'est un peu ce flow, finalement, cet état dans lequel on se met pour d'une conversation très intense, très, très profonde, en fait, qui va permettre, au final, de donner vie à un produit.
Ce qui est assez génial en tant que designer avec le vibe coding, c'est que ça nous donne un pouvoir incroyable. Moi, j'ai fait, voilà, il y a plus d'une vingtaine d'années que je fais du design. Il y a 15 ans, quand je codais beaucoup, je faisais pas mal de front-end. On pouvait passer des journées entières à s'énerver parce qu'il manquait un point-virgule dans le code. C'était un travail extrêmement fastidieux. Et puis, on perdait beaucoup de temps dans le code. Maintenant, ce qui est génial, c'est qu'avec ces outils-là, on va être capable de prototyper des logiques, le fonctionnel réellement, et puis finalement d'arriver vers les développeurs qui vont faire le réel code avec déjà un cahier des charges qui est beaucoup plus précis. Franchement, si en 2025 vous faites encore des cahiers des charges ou c'est des documents Word de 40 pages, vraiment arrêtez de faire ça, ça ne sert à rien, vous perdez le temps de tout le monde et votre temps aussi, et je vous conseille vraiment d'adopter des outils modernes de design, que ce soit Figma ou ces outils de vibe coding, parce que c'est juste tellement meilleur pour traduire finalement la complexité d'un produit avec des interfaces, avec du fonctionnel. Donc je vais vous donner un exemple concret. En fait, on expérimente beaucoup. Vous savez qu'on a, enfin vous savez peut-être, si vous nous suivez, qu'on a une start-up à côté de Design Sprint qui s'appelle Genius Lucky. On est actif dans la valorisation du patrimoine et du tourisme local, etc. On a un produit phygital en fait connecté, super intéressant. Et puis finalement, on utilise pas mal le vibe coding pour nous-mêmes, autant pour prototyper des idées que pour, on va dire, même des outils qu'on utilise en production. Et ça, je pense que c'est vraiment très intéressant à bien comprendre, parce qu'on peut voir le vibe coding, et je pense que c'est même important de le voir en 2025 comme un outil de prototypage, parce que vous allez voir que le code, il est de, en gros, mauvaise qualité. Mais dans certains cas, on peut l'utiliser pour créer des MVP, donc Minimal Viable Product, ou même le mettre en production si c'est très bien réfléchi et si vous avez une vraie stratégie derrière. Donc, je vais développer un peu ça. Pour vous donner un exemple concret, avec Genius Lucky, donc, on a un système de tarification qui est, je pense, très intéressant, etc., qui est décrit dans une brochure qu'on donne à nos clients. Donc là, vous voyez la brochure de Genius Lucky. Mais ce qui est assez complexe, c'est qu'on a une tarification qui est liée au nombre de ce qu'on appelle des médailles, donc de nos petits QR codes, etc., qui sont placés dans les villes. Donc c'est lié au nombre de médailles, et c'est aussi lié à Genius Lucky Pro, qui est un produit SaaS, donc un software, avec un modèle d'abonnement lié au nombre de médailles. Donc pour ce faire, on a essayé par pas mal de moyens de communiquer les tarifs et de les expliquer. Globalement, on a trouvé quelque chose qui fonctionnait assez bien dans la brochure, c'est ce que vous voyez ici. On avait ça, on était assez contents, mais finalement à l'usage, on se rend compte quand même qu'il y avait des gens qui revenaient avec des questions. Puis on s'est dit, là, on a une bonne opportunité pour créer un outil en mode vibe coding qui va pouvoir finalement solutionner un peu ça. Alors, comment on a lancé en fait ce projet? J'ai utilisé en premier un outil qui s'appelle Lovable. Cet outil il est très intéressant parce que, un peu comme ChatGPT, vous avez finalement ce chat dans lequel vous pouvez envoyer des documents, vous pouvez expliquer votre besoin, et puis à côté, il va directement vous générer en fait du code et quelque chose finalement de fonctionnel. C'est rarement très beau dès le départ, c'est rarement très bien dès le départ, mais en travaillant finalement, en communiquant, et ben finalement, il va au final comprendre ce que vous voulez faire, etc. Alors bien sûr, plus vous êtes précis dans vos instructions, dans vos prompts, et plus vous donnez des directions claires avec des mots-clés clairs, plus il va comprendre rapidement ce que vous voulez, et puis il ne va pas se planter. Donc là, ça demande bien sûr un peu d'expertise, de design, d'expertise, de product management, mais au final, vous pouvez y arriver. Moi, ce que je conseille vraiment quand vous faites du vibe coding, c'est commencer toujours par, faut que vous ayez un besoin très précis. Dans votre tête, c'est clair, et là, vous aurez quelque chose d'intéressant. Donc là, ce que j'ai fait simplement, c'est que vu qu'on avait déjà assez bien solutionné la tarification, le modèle dégressif, même le design finalement, parce qu'on l'avait dans la brochure qui était ici, j'ai envoyé ce qu'on avait ici, j'ai envoyé ce prompt ici au départ, et puis plus tard dans la conversation, j'ai aussi donné, on avait déjà des fichiers Excel et des choses comme ça, avec finalement la tarification dynamique et tout ça. Et puis, il m'a généré juste à côté, donc une première version avec un petit configurateur. Je peux jouer, donc je mets le nombre de médailles, et puis ça va me calculer le truc. Vous voyez que c'est pas terrible, parce qu'il y a plein d'erreurs de design, on voit que le fond des champs il est noir, on n'arrive rien à lire, voilà. Mais il y a déjà quelques bonnes idées, et puis on a déjà un calculateur qui plus ou moins fonctionne ici. Donc si je change des éléments, est-ce que ça marche déjà? Oui, voilà, on voit que le prix il est recalculé, etc. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai continué dans la conversation. Et puis à chaque fois, donc, il m'a généré en fait une nouvelle version
Voilà, on voit que ça s'est amélioré, ça s'est amélioré, ça s'est amélioré. Donc je vous fais grâce de toutes les itérations qu'il y a eu, hein. Il y a eu pas mal de travail. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? J'ai eu plus de crédit. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec Lovable, dès que vous demandez quelque chose à un prompt, enfin dès que vous promptez quelque chose, ça va vous consommer des crédits. Et très franchement, ils sont un peu avares en crédit. Donc, Lovable, je le vois comme un outil qui va vous permettre de... comment dire? Si vous aviez un bloc de bois devant vous, c'est un peu la tronçonneuse, quoi. Si vous voulez faire une sculpture, vous allez prendre la grosse tronçonneuse, commencer à débiter le bois pour avoir déjà la forme générale. Mais après, pour les petites finitions, moi j'ai dû quitter Lovable. Parce que j'avais déjà quelque chose qui commençait à me plaire. Le problème, c'est que j'avais plus de crédit. Je devais prendre un plan beaucoup plus cher pour avoir plus de crédit. Et même, je me rendais compte que j'arriverai jamais au produit fini, entre guillemets, même en rajoutant du crédit. Puis finalement, ce que j'ai remarqué avec Lovable qui est assez incroyable, c'est qu'il est possible en fait d'exporter le code via GitHub. Donc là, il faut être un peu plus technique, mais en gros, GitHub, c'est un moyen de transmettre du code finalement d'un projet à un autre, d'une personne à une autre. Et donc, j'ai exporté mon projet Lovable dans GitHub. Une fois que je l'avais dans GitHub, donc ce code, en fait, il m'appartient, et ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment très intéressant avec le Lovable. Le projet vous appartient, et puis, ben oui, vous utilisez leurs tokens, leurs crédits, mais si vous êtes plus malin, et si vous voulez finir le truc à la main, vous pouvez aussi le faire. Donc, vous récupérez votre code, et puis après, vous pouvez le retravailler. Et puis donc là, je suis passé à une autre AI, qui s'appelle Cursor, que vous voyez ici. Et donc, ce qui est génial, c'est que dans Cursor, on peut importer du code via GitHub, en fait, et puis là, on pourra aller au niveau suivant. Cursor marche sur le même principe que Lovable au final. La seule différence, en fait, la barre de chat, elle est ici. On peut donc demander ce qu'on veut, etc. Donc là, je vais pouvoir demander ce que je veux. Et puis, il va me générer. Donc là, si je dis, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais j'aimerais que le nombre de médailles soit en rouge. D'accord? C'est juste un élément stylistique, ça peut être de la logique. Et ben on voit en fait qu'il va regarder dans le projet et il va trouver les occurrences où ce chiffre, en fait, ces chiffres sont inscrits. En l'occurrence, ça va être dans des fichiers, généralement feuilles de style. Alors là, il l'a fait en changeant des classes, par exemple. Et puis, donc, il va modifier le fichier au bon endroit. Je peux voir ce qu'il a modifié, j'accepte ou pas la modification. Là, je ne vais pas l'accepter parce que voilà, je ne vais pas casser tout mon projet, mais vous voyez le principe, j'accepte ou pas les modifications. Et puis après, je vais pouvoir aller voir mon code évoluer. Et voilà, donc en fait, la manière dont j'ai travaillé, c'est qu'au départ, Lovable, ça a fait le gros du travail, c'était la tronçonneuse. Et puis après, j'ai passé du temps avec Cursor pour ce que j'appellerais, vous voyez, le petit ciseau, quoi. Tout ce qui est les petits éléments un peu fins de mon projet, je l'ai fait avec Cursor, où là, j'ai un contrôle beaucoup plus important, parce qu'aussi, je peux modifier le code, je peux voir ce qui est exactement modifié, etc., alors que Lovable, il y a un côté beaucoup plus abstrait. Donc Lovable, c'est un outil qui va plutôt convenir aux purs designers qui ne veulent pas coder. Moi, vu que je suis quand même assez à l'aise en code, finalement, Cursor, c'est un outil que j'aime bien, ça me permet d'aller plus loin. Et après, ce qui est génial, c'est qu'avec Lovable, je peux en fait importer ce qui a changé dans GitHub. Donc après, dans Cursor, j'ai publié mes modifications et donc je les ai récupérées dans Lovable. Et du coup, ça a intégré la version finale en fait de mon outil. Donc il ne faut jamais appeler finale parce qu'on change toujours des choses, mais globalement mon outil s'est retrouvé dans Lovable en étant vraiment voilà, entre guillemets assez fini. Donc cet outil il est finalement publié chez Lovable et ce que j'ai fait très simplement, c'est que vu qu'on était content de cet outil, on l'a intégré dans Genius Loki. Donc quand vous allez sur cette page tarif, maintenant vous voyez mon outil qui est juste ici, et puis on voit la tarification dynamique. Donc si j'ai 40 lieux, j'inclus les médailles ou pas, j'inclus Genius Loki Pro, on voit en fait que mon truc a été recalculé et je peux directement demander une offre. Et donc c'est quelque chose que nous on utilise en prod. Ce qu'il faut bien comprendre avec le vibe coding, c'est que finalement c'est principalement pour du prototypage au départ. Le code qui est généré n'est pas de bonne qualité. C'est un code qui ne va pas être maintenable dans la durée et vraiment pour vos projets, pour vos vrais projets, c'est-à-dire nous, Genius Loki, on le code entre guillemets à la main parce que c'est vraiment ce qui va garantir la qualité et la scalabilité du produit. Mais pour cet outil-là,
qui était le petit configurateur de tarifs. Finalement, c'est un outil un petit peu satellite qui est sur notre site marketing. Très franchement, avant ces outils de vibe coding, jamais je me serais embêté à créer quelque chose de fonctionnel. Finalement, le PDF fonctionnait assez bien, et puis quelques emails pour répondre aux questions, et ça marchait. Mais je pense qu'on arrive dans une époque où, grâce au vibe coding, on va pouvoir prototyper beaucoup plus vite, beaucoup mieux, et puis au final, créer toute une gamme d'outils qui ne seraient pas des outils, qui seraient finalement des fichiers Excel, qui seraient des échanges d'emails, qui seraient des choses comme ça, et on va pouvoir créer des outils ad hoc pour un besoin très spécifique. Une dernière chose que je voulais dire, et je pense que c'est important, mais c'est comment on lie ça au design sprint, aux ateliers de co-création finalement qu'on fait pour designer des nouvelles choses ou des business ou vraiment des choses complexes. Ce qui va être très intéressant, c'est que maintenant on va pouvoir intégrer ces outils au sein de ces ateliers et aussi créer des sessions de vibe coding ou de prototypage collaboratif. On le fait déjà avec des outils comme Figma, et maintenant on peut intégrer le vibe coding à ces ateliers collaboratifs de prototypage, puisque Lovable vient d'intégrer une option multi-user, donc on peut avoir plusieurs personnes qui éditent un code en même temps et on voit le résultat de manière synchronisée. Et les dernières nouveautés, en fait, c'est que Figma vient d'introduire Figma Make, qui n'est pas encore sorti, mais il a été annoncé, qui va être vraiment un moteur de vibe coding directement dans Figma. Donc notre outil star Figma probablement va rester, et puis finalement on va l'utiliser aussi pour le code. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. En tout cas, pour moi, c'est vraiment passionnant de pouvoir creuser dans ces outils, les tester. Je crois vraiment que l'AI, en général, c'est quelque chose qui se teste et qui s'expérimente. On peut lire tout ce qu'on veut sur LinkedIn. Au final, il faut le faire et il faut fabriquer des choses. Puis nous, je pense qu'on est là pour vous aider. Donc, si vous avez des questions sur le prototypage rapide, le vibe coding, vous voulez intégrer ça dans votre entreprise, voilà, que ça soit dans le cadre d'un design sprint ou pas, ou de projets purement de prototypage, n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours là pour aider. Et puis voilà, en tout cas, mettez les mains dans le cambouis parce que c'est une époque incroyable pour les builders et les makers. Voilà, à bientôt. Merci.